Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan de mes lectures du mois de mars 2021. Alors tout d'abord, je tiens à m'excuser si ma voix n'est pas très agréable à écouter cette fois-ci. Après les angines, c'est le tour des pollens de venir un peu me gâcher la vie, donc j'espère que ça va le faire quand même et que cette vidéo sera quand même intéressante à suivre et pas trop désagréable au niveau de ma voix. Cette fois-ci, j'ai une dizaine de romans à vous présenter. J'ai pas lu énormément pendant le mois de mars, j'ai plutôt lu j'ai essayé de finir des gros trucs. Donc voilà, j'ai quand même fait de belles découvertes, d'autres beaucoup moins bonnes. Et on va parler de tout ça maintenant. Alors le mois dernier, je vous avais laissé avec 2 lectures en cours. J'ai déjà fait le point sur Et tu entendras le bruit de l'eau de Sophie Gemin aux éditions HarperCollins. J'ai continué aussi Introduction à la vie dévote de Saint François de Sales, donc chez Spiritualité Lexio. J'ai pas beaucoup avancé parce qu'il m'a fallu du temps avant d'aller pouvoir me confesser. Mais voilà, je continue doucement et cette lecture me suivra encore après Pâques. Elle est toujours aussi agréable et je peux que vous la conseiller parce qu'elle est pleine de richesse et de douceur. Mais je vous ferai un avis beaucoup plus détaillé à la toute fin, je l'espère, à la fin du mois d'avril. Ensuite, j'ai lu un livre qui a été à la fois une très belle découverte et une grosse épreuve. Il s'agit du Mystère des Saints Innocents de Charles Péguy aux éditions Salvator. Donc c'est une pièce de théâtre. J'ai posé le livre là. C'est une pièce de théâtre en fait en un seul acte, sans scène. Donc c'est un, voilà, oui, j'ai mis plein de petits marque-pages. C'est un livre qui fait 220 pages. Autant vous dire que quand ça n'est pas séparé en chapitres ou en scènes, c'est très long à lire, d'autant plus que c'est quasiment toujours le même personnage qui parle. Donc c'est essentiellement un monologue. C'est lourd. C'est même indigeste. Je crois que c'est le mot qui caractérise pour moi le plus cette lecture, c'est que ça a été indigeste. Et pourtant, il y a de très très belles réflexions. Comme par exemple, je joue souvent contre l'homme, dit Dieu, mais c'est lui qui veut perdre l'imbécile et c'est moi qui veux qu'il gagne. Et je réussis quelquefois à ce qu'il gagne. Il y a des phrases qui sont extrêmement... C'est pour ça que je les ai notées en fait ici. Je les ai même... Enfin, je peux vous montrer là ce que je viens de vous lire. Voilà, je les ai encadrées. Parce qu'il y a vraiment des réflexions que j'ai trouvées mais magnifiques, incroyables. Mais au milieu de... Enfin, voilà, au milieu de ce truc indigeste, il y avait des phrases qui étaient d'une rare beauté. Et c'est pour ça que ça a été une excellente découverte, parce que j'ai découvert des phrases qui parlaient effectivement de cette intuition, de ces réflexions de Charles Péguy qui sont magnifiques. Et pourtant, ça a été vraiment... Enfin, au bout d'un moment, je me suis posée, je crois, un samedi, et j'ai dit, bon, maintenant, ça suffit, je vais le lire, je vais le finir, parce que j'en ai ras-le-bol, c'est en train de me pourrir la vie. Vraiment, c'était... vous savez, comme quand il y a quelque chose que vous avez mangé qui n'arrive pas à passer, et vous dites, bon, maintenant, je vais prendre soit un truc pour digérer, une tisane, peu importe, mais il faut que ça passe. Je sais que ça me fera du bien, voilà, mais il faut que j'y aille jusqu'au bout, parce que là... c'était plus possible, c'était juste plus possible. Mais sinon, c'est une très belle, voilà, une très belle lecture, mais je sais pas si... Je pense qu'en le lisant en entier, on peut apercevoir les éclats que je vous ai montrés, ou alors il faut juste piocher les éclats, je sais pas. Moi en tout cas, c'est à la fois ça l'a pas du tout fait, et à la fois ça l'a extrêmement bien fait. Donc je ne sais pas trop quoi penser de ce livre, si ce n'est qu'en plus, le mystère des saints innocents n'est raconté que n'est abordé que dans les 20 dernières pages. Est-ce que les 200 premières pages sont nécessaires pour pouvoir comprendre ce qui se dit dans les 20 dernières pages? Je n'ai pas le recul nécessaire. Je sais pas. Voilà, c'est vraiment une lecture mitigée en fait, que cette lecture, je ne sais pas quoi en penser. Une autre lecture que j'ai eu du mal à lire, non pas à cause de son contenu, mais juste parce que j'avais peut-être pas envie en fait de lire un truc comme ça. Il s'agit des Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs de Marshall B. Rosenberg, aux éditions de la Découverte. Donc c'est, comme on peut le lire, une initiation à la communication non violente. Cette lecture a été super intéressante, mais c'est vrai qu'elle mobilisait en fait beaucoup de réflexions chez moi et que des fois j'avais juste pas envie de lire ça. J'avais juste pas envie de me mettre dans un truc, voilà, pourtant très intéressant, et le format est très très agréable à lire parce qu'en plus, voyez, voilà, je vous montre des pages comme ça. C'est très aéré, on a des petites phrases qui résument ce qu'on est en train de lire, on a des exemples, les chapitres sont pas très très longs en soi, et puis c'est séparé par des sous-thèmes, donc ça peut être très bien découpé. Mais c'est vrai que voilà, moi j'avais besoin d'évasion et pas de me dire est-ce que je communique bien, est-ce que je dis bien les choses. Donc c'était un peu, voilà. J'ai mis le mois à le lire et puis finalement j'ai dit allez, pareil, pose-toi, ne lis plus que ça, ne cherche pas à lire autre chose. Et en fait, voilà, ça a été vraiment une belle réflexion. J'en ai parlé dans un post récemment. Je pense que effectivement, le monde se porterait mieux si on apprenait un petit peu à décoder nos propres besoins au-delà de ce qu'on peut reprocher aux gens
au-delà des émotions qui peuvent nous agiter en fait quand quelqu'un nous double ou quelqu'un a un comportement dangereux pour nous en fait sur la route, quel est le besoin qui fait que voilà, je me mets à l'insulter? Quel besoin n'a pas été respecté pour que d'un seul coup j'exprime autant de violence? Je pense que le monde se porterait mieux si on apprenait effectivement à décoder. Et ce livre est pas mal en tout cas pour approcher. Je pense qu'il faut plusieurs lectures et pas beaucoup plus de travail qu'une simple lecture en fait pour s'améliorer là-dedans. Mais en tout cas, c'est effectivement une très belle initiation que je ne peux que recommander à tout le monde parce qu'elle fait du bien et que même si on prend du temps à la lire, en fait, c'est comment dire, une prise de conscience qui vaut la peine d'être faite, largement, vraiment largement. Je ne sais pas si vous remarquez, mais j'essaye quand même de faire court, de faire concis. C'est pas facile parce que j'ai beaucoup à dire sur les lectures que j'ai eues ce mois-ci, mais j'essaye. La lecture que j'ai eue ensuite, voilà, j'ai pris du numérique cette fois et je me suis plongée dans le tome 1 des Larmes de Sahel de A.D. Martel en auto-édition. J'avais pas mal croisé ce livre sur les réseaux sociaux, voilà, j'avais vu que les notes étaient vraiment chouettes et quand j'ai vu que je pouvais l'emprunter avec Amazon Prime, j'ai pas trop hésité. Et en fait, ça a été une très chouette lecture. Le début a été compliqué parce que j'aimais pas trop l'héroïne, je la trouvais très superficielle, je la trouvais voilà, puis je comprenais pas où l'auteur voulait en venir. Et en fait, quand les choses se mettent vraiment en place, que voilà, on découvre une héroïne qui est capable de se remettre en question, qui a une force interne qui est incroyable, on a envie de la suivre et on a envie voilà, de voir au-delà de ce qui se passe dans les premiers temps. Et ça a été vraiment chouette de voir cette femme de Ceylan qui décide voilà, de partir dans le peuple de Sahel et qui va vivre des trucs, voilà, puis des fois on est vraiment enragé avec elle. Ça a été vraiment une très chouette histoire et je suis curieuse déjà de lire la suite parce que le retournement de fin du livre, enfin, voilà, les liens qui ont réussi à être tissés en fait dans ce premier tome et cette petite romance qui arrive, j'ai presque eu peur sur la fin en fait, de voir que ce qui était annoncé à la base et que ça pouvait enfin aboutir à quelque chose, et bah, ça ne donnerait peut-être rien. J'étais presque en colère en fait. Donc effectivement, si vous ne savez pas, A.D. Martel est aussi une auteure manifestement sadique. Donc j'espère que le tome 2 finira bien. Parce que j'en ai besoin, mais en tout cas, ce livre a suffi à mon besoin d'évasion et d'originalité. Tout est bien expliqué, les choses sont mises en place et il y a des révélations, on a des réflexions sur notre propre société, sur nos modes de consommation, nos modes de pensée par rapport aux autres. Donc voilà, c'est vraiment une lecture avec laquelle j'ai pu effectuer des parallèles avec notre monde moderne. Et franchement, ça a été un régal pour ça, parce qu'on a une héroïne qui évolue, des relations qui se tissent pour notre grand bonheur, ou voilà, qui nous remettent en question. Et effectivement, une trame, une société qui est basée d'ailleurs sur le patriarcat ou le matriarcat, et qui du coup nous invite à réfléchir aussi sur nos modes de faire et nos modes de conciliation avec d'autres cultures. C'était vraiment pour ça très intéressant. Donc une belle découverte que ce premier tome d'A.D. Martel, et une belle plongée dans son univers. Je pense que je continuerai en tout cas dans ses bouquins. Il y en a d'autres qui me font de l'œil, et notamment le tome 2. Au mois de mars, je ne sais pas si effectivement c'était les pollens ou l'ambiance, effectivement l'hiver qui tardait à partir, je ne sais pas. J'étais un petit peu chafouine, je ne savais pas trop ce que je voulais lire, donc j'ai cherché un peu une valeur sûre dans ma pile à lire et je me suis plongée dans Ce qu'on aime de Victoria Hislop au livre de poche. C'est effectivement une valeur sûre. Franchement, j'avais oublié à quel point les livres de cet auteur sont bien. Ah, ça m'a fait du bien. Bon, c'est atroce comme histoire, mais ça m'a fait du bien de me plonger dans... Enfin, elle a une manière d'écrire qui est à la fois très douce et très... Elle sait mettre en valeur en fait la cruauté de l'histoire avec un grand H pour ses personnages. Elle les met en fait dans des situations qui sont... des choix qui sont terribles à faire. Et franchement, j'ai aimé suivre l'histoire de Thémis, à découvrir en fait ce pan de l'histoire grecque que je ne connaissais pas. Donc c'est-à-dire en fait qu'on part de 1940, donc de l'occupation, de la famine qu'il y a pu y avoir, et ensuite en fait des guerres internes, des guerres civiles dans le pays, avec les communistes, avec les royalistes, avec tout ça. Enfin, c'est assez incroyable. Ça rappelle un petit peu, si vous voulez, ces conflits de guerre froide qu'on a pu étudier au collège, au lycée, mais là avec une autre dimension puisqu'on est dans le pays même et que Thémis fait partie de ces gens qui croient en fait à un idéal et s'engage auprès des communistes, un peu voilà, alors que ses frères et sœurs ne pensent pas forcément comme elle, et du coup voilà, elle va s'engager et elle va vivre, voilà, c'est une histoire qui prend bien 500 pages et qui est
même si 100 pages et qui est pleine de rebondissements, en fait, c'est incroyable. On a toute une trame familiale parce que c'est Thémis, ensuite c'est ses enfants, ensuite c'est ses petits-enfants, et c'est tout le récit de cette transmission, de comment elle va vivre ses valeurs et comment elle est obligée aussi de les vivre en fait dans son pays. Et j'ai trouvé ça mais incroyable et fascinant. C'est magnifique. Le titre en plus, il résume très bien l'histoire. Enfin bref, je pense que ça nous invite aussi à refuser le fait que tout le monde pense pareil, parce que là en fait ce qui est dramatique c'est que dans la même famille ils sont 4 enfants et il y a 2 clans en fait qui s'opposent et ils ne s'acceptent pas en fait les uns les autres et les royalistes n'acceptent pas que tel frère ou telle sœur soit communiste et du coup ça s'insulte dans la même famille, les discussions deviennent très vite des disputes et c'est très dommage en fait parce que la paix ne peut pas régner dans ce foyer alors qu'elle devrait et que les liens du sang ne devraient pas, voilà, on finit par avoir des liens du sang qui finissent par triompher, mais à quel prix? Au-delà de, enfin, au travers de quelles épreuves? Et franchement, cette histoire, elle est incroyable et je pense qu'elle peut tous nous faire réfléchir, déjà nous faire prendre conscience de, je sais pas, d'un pan de l'histoire que je ne connaissais pas du tout au niveau de ce pays, de savoir comment on a vécu en fait cette période en dehors des frontières de notre nation et et de refuser effectivement le règne de la pensée unique et de se dire que voilà, on a tous le droit de ne pas avoir les mêmes opinions, qu'on peut les respecter et qu'on va peut-être pas enfermer les gens parce qu'ils pensent pas comme nous. Enfin, je sais pas. Ça m'a fait pas mal réfléchir à ce niveau-là. Donc je peux vraiment que vous le conseiller parce que cette auteure a une plume et une manière de présenter les choses. Elle nous fait vivre l'histoire en fait avec ses personnages. C'est incroyable, ça nous prend aux tripes. Ouais, enfin franchement, je peux que vous le conseiller parce que c'est incroyable. C'est juste incroyable. C'est puissant, magnifique, magnifique. Cruel, magnifique, incroyable, magnifique. Après ça, je vous avoue que je ne savais pas trop quoi lire en fait. Voilà, j'avais tellement passé un bon moment, je ne savais pas trop dans quoi plonger. Je me suis dit, prends du numérique, il faut quand même que tu fasses descendre ta pile à lire numérique. Donc je me suis plongée dans Clay de Mathieu Biasotto en auto-édition. Cette lecture a été particulière. Il y a une ambiance très particulière dans ce livre. Bon, déjà Clay, j'ai du mal avec le prénom parce que c'est Clay et en fait la clay en anglais c'est de l'argile et j'avais mon pot de crème en fait pour le visage, pour les soins pour le visage et tous les soirs je voyais Clay et ça faisait j'avais un petit peu un problème avec ça. En plus quand j'ai découvert après que son vrai prénom c'était Clayton, je suis désolée mais pour moi Clayton c'est le méchant dans Tarzan. Dans ma tête à chaque fois je voyais le mot Clayton, dans ma tête il y avait Tarzan qui faisait Clayton, Clayton. Donc c'était un peu perturbant mais au-delà de ça voilà c'est la petite anecdote qui n'a rien à voir avec le livre. C'est une ambiance particulière parce qu'on a un auteur qui écrit des histoires vraiment dark, qui s'en veut d'avoir fait quelque chose dans son passé. Et on a la nana surgie du passé qui vient et qui, elle, n'a pas du tout l'air d'avoir les mêmes sentiments. Et voilà, on commence à nous parler de détournement de mineurs, mais en fait ça s'est pas passé comme ça, et puis en fait c'est tellement plus compliqué, et j'étais là. Oh, mais dites donc, puis tout se passe en fait extrêmement vite. Alors on sent que Mathieu Biasotto aime les éléments à suspense, et pour ça c'est super intéressant parce qu'effectivement j'avais envie de comprendre. Il fallait que je comprenne comment ça se passait, donc j'ai lu ce roman relativement vite, mais il y avait je sais pas, il y avait quelque chose d'un peu, ouais, au départ on est dans ce truc, il se prend vraiment pour un monstre, pour un être malsain. Il y a quelque chose effectivement d'un peu malsain qui plane, on comprend pas pourquoi. Et plus ça va, et plus, voilà, c'est lumineux quelque part, hein, mais j'ai trouvé que cette histoire restait, en plus avec les scènes osées, je suis désolée, vous savez comment je considère les scènes osées. Mais alors là, clairement, c'était pas pour me mettre à l'aise en fait, donc j'ai trouvé que les scènes osées étaient pas... Elles renforçaient pour moi ce cadre un peu malsain, et même si j'ai trouvé des éclats de lumière dans la fin de l'histoire, j'ai trouvé que bah, voilà, je restais sur une impression un peu malsaine. Ce qui me fait hésiter en fait à lire les autres romans de Mathieu Biasotto parce que déjà j'avais trouvé que Bacon, il y avait des moments où c'était un peu bizarre. Donc je vais lire Lazare que j'avais emprunté aussi, mais pour Clay j'avoue que l'impression est assez mitigée aussi. C'est peut-être dû au fait encore une fois que voilà, j'étais dans un mois où je ne savais pas ce que je voulais, à moitié en panne de lecture, donc bon j'ai quand même lu 10 romans mais ouais, il y avait un truc où j'arrivais pas à trouver quelque chose qui corresponde à mes envies, à mes besoins du moment, donc peut-être que ça vient de là. Je ne sais pas. Toujours est-il que c'est pas forcément ça. C'est à la fois une réussite parce que j'ai été prise du début à la fin. Je me suis surprise à vouloir comprendre ces personnages si atypiques. Et en même temps, je trouvais qu'il y avait quelque chose de pas... ouais, un peu malsain, un peu poisseux. Vous savez, comme quand il y a quelque chose, voilà, les mains moites, il y a un truc qui va pas, quoi.
Il y a un truc qui allait pas. Donc je saurais même pas définir comment c'était. Au-delà de ça, ça n'enlève rien au fait que cet auteur est un auteur de génie et puis qui crée des histoires qui sont assez improbables et originales en fait. Et ça, il faut vraiment le souligner. C'est un auteur, je pense, qui mérite d'être découvert, mais je pense que ce livre-là n'était juste pas tout à fait fait pour moi. Alors quand je vous dis que le mois de mars a été compliqué niveau lecture, j'ai essayé de me mettre un coup de pied aux fesses et de me dire Charlène, c'est pas parce que t'as pas aimé les tomes 1 et 2 de la saga Malocène que tu dois avoir un tel ressenti sur toute la série. Parce qu'après tout, j'avais beaucoup aimé les tomes 3 et 4. J'ai donc lu le tome 5, qui est ridiculement petit. J'ai décidé d'arrêter la série en fait. J'ai lu ce truc-là et j'ai fait... Alors je reconnais toujours le génie narratif de Daniel Pennac. Mais je sais pas, là il y a un truc qui définitivement ça me... J'ai pas compris. J'ai pas compris ce tome 5 et la fin m'a laissé... J'ai expliqué à mon mari puis il me regardait en mode... What? Mais j'étais exactement là. What? Je comprends pas. Je me suis définitivement, je crois, dissociée de ce truc. Si peut-être le tome 3 et 4 m'avaient plu à un certain degré, et concrètement je crois que c'est surtout le tome 4 qui m'a intéressée, le tome 5 a signé ma séparation en fait avec cette série. Du coup j'ai enlevé le tome 6 de ma pile à lire et j'ai décidé que non en fait je lirai pas la fin. Je crois que ça m'a suffi. J'aime beaucoup la manière dont il raconte l'histoire, mais en fait l'histoire en elle-même a fini par me lâcher. Parfois voilà, j'ai fini par lâcher l'histoire parce que ça part dans des trucs assez étranges en fait. Et je crois que c'est juste effectivement pas pour moi. C'est plus pour moi, je sais pas. Peut-être qu'il y a qu'un tome qui m'a correspondu sur toute l'histoire, je ne sais pas. J'avoue que là, ça m'a juste... J'ai fini par faire... Parce que vous savez, des fois, il y a des livres effectivement qui nous laissent une sensation de voilà, non, en fait, ça m'a pas comblé, ça correspondait pas à mes attentes, à ce dont j'avais besoin. Et ça dure, en fait, c'est une sensation qui dure, donc je vois pas pourquoi je me forcerais plus loin. Donc voilà, c'est triste, mais j'en suis arrivée à là. Après, j'ai eu besoin d'une petite lecture doudou, donc j'ai plongé dans le tome 9 de Kantakagi Matakin de Soichiro Yamamoto aux éditions Nobinobi. Et ça a été effectivement une chouette lecture, j'ai retrouvé des personnages que j'aimais bien, ça m'a permis de passer un moment agréable. Je ne saurais pas vous en dire plus, sinon que c'est la juste continuité en fait de toute la série et que ça fait juste du bien de pouvoir les lire, d'avoir un petit moment de douceur et de complicité, je sais pas, de chaparderie, je saurais pas vraiment vous dire. Ouais, c'est à la fois de la camaraderie et puis voilà, ils se cherchent, ils se font des petits gages, en même temps ils se rapprochent, donc c'est une belle histoire d'amitié, peut-être de plus, et de beaucoup de choses. Je peux que vous le conseiller parce encore une fois, il est super chouette à lire. Après ça, pendant le mois de mars, du coup, je me suis plongée dans une valeur sûre, encore une fois. Je me suis plongée dans le 3e tome du Gang des prodiges, donc Supernova, de Marissa Meyer, donc aux éditions Peggy. J'avais beaucoup aimé le tome 2, il y avait peu de chances que le tome 3 me déçoive, vu que ce que j'ai déjà lu de Marissa Meyer, je savais que ça allait me plaire. Et effectivement, ça a été un très chouette tome qui m'a beaucoup plu en fait sur la gestion de... Enfin, Nova est un personnage qui flirte toujours entre le bien et le mal, elle fait partie des méchants et elle s'infiltre chez les gentils. Et forcément, il y a un combat intérieur qui va se mener et là, on arrive à la conclusion, voilà, dans cet univers qui fait un peu X-Men, qui est un peu ravagé voilà, par les guerres, par les conflits, voilà, ça fait réfléchir à beaucoup de thématiques. Et j'ai vraiment beaucoup aimé comment le combat est mené parce qu'en plus, voilà, on a une résolution qui prend son temps. Pour une fois, on n'est pas juste dans genre une scène avec un combat qui va durer 3 pages et puis qui finalement on est là. On s'est préparé sur 100 pages pour ce combat et en fait, on a 3 pages, c'est tout. Non, là, effectivement, ça prend du temps et chaque personnage a son importance. Chaque personnage œuvre et fait quelque chose de particulier, voilà. Donc on a vraiment une multitude de personnages et de caractères, de points de vue qui sont hyper intéressants à suivre. Et j'ai beaucoup aimé ce qui était fait vraiment de tout ça. Les retournements de situation auxquels je ne m'attendais pas forcément. Bref, j'ai aimé suivre en fait Marissa Meyer dans les tours et détours de ses personnages. Et c'est vraiment une lecture que je peux que vous conseiller parce que même si elle est jeunesse, si c'est pour ados, ça peut tous nous faire réfléchir. Donc moi j'ai clairement beaucoup apprécié. Donc voilà, il n'y a pas une simple histoire d'amour dedans, il n'y a pas vraiment simplement le fait qu'ils ont des pouvoirs, ils sont capables de faire ça. Nova est assez intéressante parce qu'en soi, elle a un pouvoir qui n'est pas extraordinaire comme le fait de créer de la glace,
de voler, voilà. Elle n'a pas un pouvoir qui est extrêmement offensif en soi. Elle ne dort plus et elle est capable d'endormir les gens. Mais elle est un élément déterminant dans cette guerre et elle est capable d'énormément. Et c'est ça qui est incroyable en fait, c'est de nous montrer en fait que quelles que soient nos capacités, on est tous capables d'énormément et qu'on peut on peut changer les choses. Et pour ça c'est magnifique en plus de voir le vrai combat qui se mène en elle, pas seulement parce qu'elle tombe amoureuse en fait d'un gentil entre guillemets, mais parce que même le gentil en fait se rend compte que la frontière entre méchant et gentil elle est assez fine, elle dépend souvent du point de vue en fait. Donc vraiment, c'est une série qui vaut la peine et cette conclusion, elle est juste hyper appropriée par rapport à tout le reste de la série. Et moi, elle m'a vraiment beaucoup plu. Donc ça m'a fait du bien de lire un bouquin comme ça. J'ai pas vu passer les pages et au contraire, j'étais plutôt contente de voir que ça prenait son temps parce qu'il n'y avait pas de temps mort quelque part. Il y avait besoin de tout ça pour qu'on arrive à la résolution. Donc c'était vraiment, vraiment chouette. Vraiment. Puis en plus, les retournements de situation à la fin, j'étais là. Donc c'est trop cool, vraiment très très cool, donc je peux que vous conseiller Le Gang des Prodiges, super bien. Dernière lecture terminée de ce mois de mars, vous pouvez me féliciter très fort. J'en ai parlé sur les réseaux, j'ai même fait une petite vidéo spéciale à ce moment-là. J'ai terminé l'intégrale des aventures d'Arsène Lupin de Maurice Leblanc, donc lu par Philippe Collin. Donc c'est-à-dire 42 heures d'écoute, 3 mois d'écoute. J'étais tellement fière de moi, si vous saviez, j'ai de la danse, de la joie et tout. Alors c'est super, hein, Arsène Lupin, c'est vraiment un personnage que j'ai aimé découvrir. J'aurais pas supporté d'écouter 42 heures, un personnage que j'aimais pas, hein. Qui a de multiples facettes et qui fait un peu effectivement Robin des Bois version moderne, mais à sa façon. Voilà, il faut pas oublier le profit, voilà, mais il ne profite que sur le dos des personnes malveillantes. Donc c'est quand même un héros. Même si pas tout à fait complètement. C'est un gentleman cambrioleur et aussi un enquêteur de fou. Il faut le dire parce qu'on n'a pas que le gentleman cambrioleur, on a aussi l'enquêteur de fou. Donc pour ça, ça a été super intéressant parce qu'on est à la fois dans des histoires où Arsène Lupin est le cambrioleur, et voilà, c'est lui le héros, c'est lui le bandit recherché en France, et c'est aussi, dans la suite, un enquêteur, caché bien sûr, mais un enquêteur qui sait trouver avec seulement quelques indices et quelques témoignages, le fond de l'histoire et arriver à ses fins pour que les méchants trinquent et puis que les gentils, les victimes, elles puissent s'en sortir de manière juste. Donc ça a été pour ça hyper intéressant et c'est un personnage du coup que j'aime beaucoup. En plus de ça, la narration par Philippe Collin a été vraiment, vraiment très dynamique, très nuancé aussi. On a vraiment, voilà, il sait mettre le ton, il sait mettre des éclats de rire dans la voix, le doute. C'était parfois même inquiétant parce qu'il y a des musiques de fond en fait et des passages où moi je me sentais pas très sereine, vous voyez, où j'étais, voilà, par exemple en train de me démêler les cheveux ou voilà des trucs comme ça parce que j'écoute en fait, ou en faisant mon ménage, j'écoute l'histoire pendant que je fais d'autres trucs. Des fois je m'arrêtais, je fais... C'est dommage que je puisse pas avancer parce que là ça me met mal à l'aise quand même. Je voudrais dormir cette nuit s'il vous plaît. Donc voilà, non, ça a été vraiment une chouette histoire. Moi qui n'aime pas trop le policier, c'était une belle plongée là-dedans. Donc voilà, je peux que vous le conseiller. Peut-être petit bout par petit bout, hein, et non pas en une seule fois comme moi, mais en tout cas c'était très agréable à lire. La narration était vraiment top et c'était une belle découverte. Du coup maintenant je ne sais plus vraiment quoi lire en version audio, mais pas un classique. Et pas un trop long truc. Ça c'est clair. Le dernier ouvrage dont j'ai à vous parler a été commencé du coup à la fin du mois et pas encore terminé. Je suis encore dedans. J'espère le terminer d'ici la fin du week-end de Pâques. Il s'agit du tome 2 du Pacte des éléments de Thierry Marcotte, donc Le Dragon des Tempêtes en auto-édition. Alors pour l'instant, je peux juste vous dire que c'est une lecture bien agréable, que ça prend un tournant que je ne m'attendais pas. Je m'attendais à plus d'action, mais en fait, effectivement, l'auteur a décidé de mettre les choses bien en place pour que le lecteur ne soit pas perdu, puis vraiment voilà, que tout ait une cohérence. Donc voilà, il y a des choses que j'ai compris dans le tome 2 que j'avais pas du tout compris dans le tome 1, notamment qu'il y a 2 des élus qui sont dans des royaumes ennemis, et là ça fait tilt dans ma tête. Bon d'accord. Du coup ça devient intéressant aussi pour moi parce que voilà, je comprends des choses et peut-être que voilà, ce genre de choix narratif est plutôt intéressant parce qu'on peut suivre vraiment et comprendre les tenants et aboutissants de tout. Et ça prend des tournants effectivement, voilà. Je n'aime toujours pas le personnage de Nairi, soyons clairs. C'est vraiment un personnage que je n'apprécie pas.
Peut-être que ça s'arrangera avec la suite, mais vraiment j'ai du mal avec elle. Par contre, j'aime de plus en plus le personnage de Kenan, qui est un personnage voilà, qui passe pour faible et qui a pourtant une force d'esprit qui est incroyable et qui a une foi et comment dire, une attention aux autres qui sont assez agréables à lire. Donc vraiment, c'est, je crois, mon personnage préféré. Et j'espère le voir évoluer encore parce que je pense qu'il a énormément de ressources à offrir et que j'espère que l'auteur pourra les faire fructifier. Voilà, je vous donnerai un avis plus complet dans la prochaine vidéo puisque je le terminerai du coup pendant le mois d'avril. Et voilà. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo bilan lecture. Je suis désolée, j'ai encore fait long à croire que je ne sais plus faire court. Il faudrait peut-être que je m'entraîne à faire plus court. J'espère quand même que vous aurez trouvé le contenu intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des lectures que je vous ai présentées, si certaines vous font envie, si d'autres pas du tout, si je vous ai dégoûté d'en lire certaines, ou si au contraire certaines vous les avez lues et vous n'avez pas du tout eu le même ressenti que moi. C'est toujours hyper intéressant d'échanger quand on a des points de vue divergents pour ça. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous avez fait de belles lectures au mois de mars, je suis preneuse aussi. Et voilà, il n'y aura pas de book haul, je vous le rappelle, pour le mois d'avril, puisque je n'ai pas eu de réception quasiment en fait au mois de mars, puisque la seule réception que j'ai eue, c'est ma lecture en cours. Donc j'espère pouvoir vous faire un book haul début mai, si je fais des réceptions ou des achats au mois d'avril. Mais voilà. Je vous souhaite en tout cas un excellent week-end de Pâques, puisque je poste cette vidéo pendant le week-end de Pâques, et prenez soin de vous. On est confinés pendant le week-end, il y a le couvre-feu et tout, mais prenez soin de vous, essayez de garder le moral, faites de doux rêves, qu'ils soient en mots ou non, et plein de poutous.